à toutes et à tous, bienvenue dans notre nouvelle édition de On ne vous dit pas tout. La guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine marque une pause. C'est le résultat d'une rencontre entre Xi Jinping, le président chinois, et son homologue américain Donald Trump. Une rencontre en marge de G20 à Argentine. Une rencontre qui a duré 2 heures et demie, suivie d'un dîner. Voilà, ils se sont mis d'accord de marquer une pause. Les deux côtés ne donnent plus le droit de douane supplémentaire aux autres. Mais est-ce que ça marque la fin de ce conflit commercial entre les deux pays ou bien ce n'est vraiment qu'une pause? Alors aujourd'hui, nous sommes très heureux d'avoir invité un spécialiste, Ding Yifan, pour nous donner ses explications. Mais avant de l'entendre, je vous invite à regarder ensemble ce reportage fait par nos journalistes sur cette rencontre probablement historique. Le 1er décembre, le président chinois Xi Jinping a rencontré son homologue américain Donald Trump lors d'un dîner de travail en marge du sommet du G20 à Buenos Aires. La rencontre a duré plus de 2 heures et demie. Les deux dirigeants ont échangé leur point de vue sur les relations commerciales bilatérales ainsi que d'autres questions d'intérêt commun. De nombreux résultats ont été obtenus lors de cette rencontre. Les deux pays sont parvenus à un consensus de ne pas augmenter les tarifs de douane à partir du 1er janvier 2019. Washington a annoncé renoncer à porter à 25% les droits de douane sur la moitié des importations chinoises. Les deux chefs d'État ont convenu de se rendre davantage visite et ont affirmé vouloir encourager les échanges dans divers domaines tels que l'éducation et la culture. Trump a par ailleurs affirmé que les étudiants chinois étaient les bienvenus. Les deux parties renforceront davantage leur coopération internationale dans la lutte contre la drogue. En ce qui concerne la question de Taïwan, les États-Unis ont affirmé continuer à adhérer au principe politique d'une seule Chine. Les deux parties poursuivront également le travail de dénucléarisation de la péninsule coréenne. Lors de la réunion, M. Xi s'est dit content d'avoir cette rencontre, ajoutant que depuis leur dernière rencontre, la conjoncture mondiale a connu de grands changements. La coopération est le meilleur choix pour les deux pays, a martelé le président chinois. M. Xi a assuré à cette occasion que lui-même et M. Trump avaient partagé une bonne vision pour le développement sain et régulier des relations bilatérales, ajoutant qu'ils devraient faire des efforts pour la concrétiser. Voilà, cette rencontre peut être historique, surtout cette pause. Est-ce que c'est le début de la fin de ce conflit commercial entre les deux pays ou bien c'est le commencement d'un autre conflit après 90 jours? C'est une pause de 90 jours. Hein. Oui, oui. En fait, on ne sait pas, parce que le gouvernement Trump est tellement volatile, il change tout le temps d'idée, donc on ne sait pas s'il va continuer à suivre cette voie. Mais en tout cas, Donald Trump fait très attention à la fluctuation de la bourse. La bourse chute là, la bourse apparemment. C'est ça, c'est la bourse, surtout depuis octobre. La bourse continue à fluctuer de façon très instable et tout dernièrement, à mesure que la guerre commerciale, entre guillemets, commence à monter, eh bien, la bourse chute de plus en plus. Surtout, les actions des bourses qui ont des relations très étroites avec la Chine chutent terriblement. Donc, c'est un peu pour cela que le président Trump est revenu sur la négociation. Bon, il est revenu sur la négociation. Est-ce que cela veut dire qu'il n'aboutira pas à son but initial? Parce qu'il avait dit, hein, c'est facile de gagner une guerre commerciale contre la Chine. Oui, mais c'est devenu une rigolade. En fait, il menace de relever le droit de douane, etc., de faire cette guerre commerciale. Je pense que la Chine n'ose pas riposter. Oui, à partir d'avril, déjà ça. Et puis, il annonce sa décision, et sa décision devrait être mise en application en juin. Mais en fait, le droit de douane a été relevé qu'en juin. En juillet. En juillet. À partir de juillet.
6 juillet. Mais si on regarde les statistiques du commerce bilatéral entre la Chine et les États-Unis depuis juillet, juillet, août, septembre, octobre, la Chine continue à la exporter. continue à exporter. Non seulement la Chine continue à exporter, il y a un excédent tel commercial de la Plus part de important Chine, qu'auparavant. plus important. Mais comment ça s'explique? C'est bizarre quand même, non? Oui, c'est difficile d'expliquer que la guerre commerciale sert à quelque chose. Parce qu'en fait, la Chine et les États-Unis sont dans une même chaîne de production globale. Et il serait difficile de forcer la Chine à arrêter ces importations parce qu'il y a un tel besoin dans le marché américain que si la Chine arrête d'exporter ses produits vers le marché américain, eh bien, les entreprises américaines vont commencer à faire faillite en On ne masse. trouve pas d'autres partenaires qui peuvent remplacer le rôle de la Chine? Non, pas immédiatement. Pas Parce immédiatement. que même si on veut trouver un suppliant de provisions, etc., ça prendra du temps. Ça prendra beaucoup de temps. J'ai remarqué que vous avez fait plusieurs articles prédits cet accord. Oui, parce que je dis que finalement, ça ne sert à rien de forcer la Chine par le droit de douane. Parce qu'il y a une telle interdépendance entre l'économie américaine et l'économie chinoise que finalement, frapper la Chine par l'élévation de droit de douane veut dire alourdir les coûts de production des entreprises américaines. Donc c'est d'une certaine manière un comportement suicidaire. Parce que ça va forcer les entreprises américaines à quitter le marché mondial. Oui. Alors, à ce moment, est-ce qu'on peut déjà essayer de dire qui a gagné? Parce que pour une guerre, on parle toujours quelqu'un qui a gagné ou l'autre qui a perdu. Est-ce qu'on peut dire ça? Oui, mais pour le moment, on ne veut pas dire on a gagné. On veut dire que oui, nous avons arrivé à un compromis. Donc la gagnant, Chine et les ou États-Unis perdant. sont arrivés à un compromis, mais ce compromis n'est qu'un cessez-le-feu. Parce que pour arriver à une armistice, il faudrait négocier. Il faut négocier Alors, il y pendant a longtemps. 90 jours devant nous. C'est ça. Pendant ces 90 jours, si on en arrive à résoudre, disons, tous les conflits et les disputes du commerce, etc., on pourrait... Le meilleur scénario, le scénario le plus optimistique, c'est que les États-Unis vont complètement éradiquer les mesures de sanctions qu'ils avaient prises. C'est possible, justement. J'aurais du mal à imaginer une telle fin. Ne serait-ce que pour expliquer à ses électeurs, ce serait difficile. Dans 2 ans, il devait... Ce serait difficile. Donc, je pense que probablement ça va continuer. Ça va continuer et ils vont trouver... Parce que dans la négociation, les Américains vont essayer de forcer la Chine à abandonner beaucoup de choses. Son plan de développement technologique, parce que dès le départ... C'est ça. L'innovation 2025. C'est ça. C'est un projet de développement scientifique et technologique de Chine pour les 10 ans à venir, qui a été sorti en 2015, pour une période de 10 ans, de 2015 à 2025. Et puis, en fait, tous les 10 ans, nous faisons un plan de développement scientifique et technologique. Donc, en 2025, on va faire encore Made in China 2035. Donc, pour un plan de développement qui irait jusqu'en 2035. Eh bien, je ne sais pas comment les Américains vont réagir à cela, parce que c'est toujours comme ça. Bon, alors, cet accord, cette pause, est-ce qu'il y aura une influence envers les relations entre la Chine et l'Afrique, la Chine et l'Europe, l'Union européenne? Et cette influence, ce sera positif ou négatif? En fait, après cette annonce d'un cessez-le-feu entre les États-Unis et la Chine, les pays les plus heureux étaient des pays asiatiques. Les pays asiatiques. Les Coréens, les Japonais, etc., ils sont contents. Parce qu'en fait, depuis le début de la guerre commerciale, eh bien, les pays les plus affectés, c'est la Corée du Sud et le Japon.
Parce que la Chine prend leur part Parce qu'en fait, toute l'Asie de l'Est, toute l'Asie orientale est sur cette chaîne de production globale. Donc, le commerce entre ces États sert à une même chaîne de production. Donc, si on exporte plus de produits vers le marché américain ou vers le marché européen, on importe plus de la Corée du Sud, du Japon, etc. On s'arrête d'importer. Quand il y a un arrêt de l'exportation, eh bien la Chine importe moins du Japon et de la Corée du Sud. Et l'Europe, alors? Quelle influence pour l'Europe? Je pense que l'Europe serait aussi affectée parce que de loin ou de près, nous importons aussi beaucoup de pièces détachées de l'Europe, surtout de l'Allemagne et de l'Italie. Et bien sûr, si la Chine exporte moins au marché américain, bien, elle exporte beaucoup moins de l'Allemagne ou de l'Italie. Mais par exemple, les produits exportés aux États-Unis, la Chine ne peut pas tourner vers l'Europe pour trouver de nouveaux marchés en Europe? Non, alternativement, l'Union européenne et les États-Unis étaient le plus grand marché de l'exportation chinoise. On exporte pratiquement autant de produits en Europe qu'aux États-Unis. Ce n'est pas une relation de substitution. L'Europe ne peut pas substituer aux États-Unis. Par contre, depuis ces 5 dernières années, depuis que la Chine a lancé l'initiative de la ceinture de la route, c'est-à-dire le renouvellement des routes de la soie, etc., vers d'abord en Asie centrale, en Europe de l'Est, centrale, etc., puis par la voie maritime vers les pays de l'ASEAN, vers l'Afrique et à travers le Moyen-Orient pour arriver en Europe. Depuis cela, notre commerce avec les pays dits de la ceinture de la route augmente rapidement. Assez rapidement, qui représente maintenant plus de 25% de l'exportation chinoise aujourd'hui. Depuis 5 ans seulement. Il y a une potentiel important ou c'est Très bien, c'est ça. Parce qu'à mesure que la Chine investit davantage dans ces régions-là pour aider ces pays à construire des infrastructures, à développer des zones industrielles, etc., il y aura un besoin croissant de produits chinois. Et il y a aussi un développement rapide des économies de ces régions-là. D'accord. Bon, vous savez, selon les sources de la Maison-Blanche, durant les premières 30 minutes de la rencontre de deux présidents, c'était le président chinois Xi Jinping qui a parlé 30 minutes. Parce qu'il a dit, depuis la dernière rencontre entre les deux hommes, il s'est passé beaucoup de choses dans le monde. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il s'est passé beaucoup de choses. Il veut dire que c'est... En fait, il veut dire que les États-Unis et la Chine, ce sont des puissances importantes dans le monde. Il ne faut pas se limiter l'horizon. Ne regarder qu'au bout de son nez. C'est-à-dire le commerce, comme si le commerce était tout. Mais en fait, il y a des domaines où la Chine et les États-Unis se sont coopérés pour trouver des solutions, tels le problème nucléaire sur la péninsule coréenne. Et là, visiblement, il y a une coopération entre la Chine, les États-Unis, et en même temps entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Et il ne faut pas oublier qu'il y a une interaction entre les Coréens du Nord et les Coréens du Sud et la Chine pour essayer de trouver une solution, pour essayer de trouver une pause. Voilà. Apparemment, le chef d'État de Corée du Nord va aller visiter le Corée du Sud. Oui, ça aussi, c'est fait, mais c'est-à-dire que Donald Trump, le président des États-Unis, a promis de renouer le contact avec le président Kim Jong-un, a essayé de le rencontrer à nouveau et de trouver une solution. Et ça aussi. De l'autre côté, Donald Trump a parlé beaucoup. Surtout, il a insisté beaucoup sur ses relations personnelles, son amitié avec Xi Jinping. C'est étonnant aussi, hein, les deux chefs d'État parlent de leur amitié privée.
est-ce que cette amitié privée aura une influence sur les relations entre les deux États? Parce qu'il faut comprendre que Donald Trump a de très mauvaises relations avec d'autres chefs d'État, européens surtout. Oui, oui. Mais là-dessus, les relations personnelles jouent. Dans l'histoire de la diplomatie du monde, bien sûr, il y a toujours des histoires concernant les relations personnelles des dirigeants. Quelquefois, ça joue très important. Mais on ne sait pas trop. Parce que dans l'équipe de Donald Trump, il y a eu il y a un changement tellement fréquent du personnel. Oui. Mais les faucons sont toujours restés, Navarro, plusieurs. Hein, cela dépend, parce que même si Navarro est quelqu'un de très dur, avec des problèmes du commerce, etc., à plusieurs reprises, il a dit que non, cela dépend du président Trump. Ce n'est pas lui qui prend les décisions. Bien sûr. Il connaît son rôle. Oui, de même que le représentant du commerce, le représentant de négociations commerciales, Lighthizer. Lighthizer est aussi quelqu'un de très dur, etc. Il a plein d'idées, etc. Mais en fait, il dit que finalement, le dernier mot revient au président Trump. Oui, alors pour cette rencontre, on a abouti plusieurs accords, hein, à part de 90 jours de négociations. Et il y a d'autres, par exemple, la Chine a promis d'acheter plus de produits américains, surtout immédiatement acheter des soja, des produits agricoles. Est-ce que c'est faisable? Est-ce qu'on peut vraiment acheter tout de suite beaucoup de produits américains? En fait, avant cette guerre commerciale, l'exportation du soja américain vers le marché chinois représente 70% de la production totale américaine. Donc, c'est le marché le plus important. Que la Chine a décidé de prendre des mesures de représailles, eh bien, il y a un arrêt brutal. Il y a un arrêt brutal d'achat du soja. Donc, ça exerce une pression énorme sur les producteurs américains parce qu'ils doivent savoir si cela peut continuer pour l'année prochaine. Si l'année prochaine, ils doivent changer d'agriculture, ils doivent changer d'autre chose au lieu de soja. Eh bien, c'est ça qui est très important. Si la Chine donne un signal de paix, eh bien, ils vont continuer à produire du soja, etc. Autrement, ça va être terrible pour eux. Parce que le marché chinois est tellement important qu'une fois perdu, ils ne pourront jamais retrouver ce marché. Pratiquement, c'est un arrêt de mort. Bon, on peut dire que c'est une concession de la part de la Chine. À en juger par l'état actuel des choses, la Chine a fait des concessions. Bon, mais si on prend par exemple les raisons pour lesquelles les Américains ont lancé cette guerre commerciale, et ils n'ont obtenu aucune concession. Mais parce que, première raison de cette guerre commerciale, c'est qu'ils forcent le gouvernement chinois à abandonner le plan Made in China 2025. Non. Ça c'est... Non, c'est... Ce n'est même pas négociable. Le sujet n'est même pas négociable. Bien, la Chine n'a fait aucune concession là-dessus. La deuxième raison, c'est que la Chine subsidie, ou la Chine subventionne les entreprises publiques pour leur recherche et développement, etc. Là-dessus, la Chine n'a fait aucune concession. Donc, ce n'est arrêter une riposte, c'est tout, c'est pas une concession. Bon, mais il y a une autre apparemment concession, c'est que à la demande du côté américain, la Chine a décidé d'arrêter d'exporter une sorte de drogue synthétique qui s'appelle fentanyl. 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 Oui. Bon, c'est bizarre. Apparemment, c'est un médicament pour apaiser la douleur. Hein, mais comment il est devenu une drogue aux États-Unis? Je ne sais pas, mais en fait, ça reflète un état de santé publique assez inquiétant aux États-Unis. Il paraît que le fentanyl est
doit être utilisé comme un composant médical. Dans beaucoup de médicaments, on trouve du fentanyl, etc. La Chine est le plus grand producteur de fentanyl et depuis un certain temps exportateur vers le marché américain. C'est pour les médicaments. C'est ça. Donc il serait difficile d'accuser les producteurs ou l'exportateur de fentanyl parce que on exporte cela comme un médicament. Un produit qui peut avoir... Le produit, le fentanyl, est reconnu par des associations médicales internationales, et il se vend partout dans le monde, etc. Mais c'est l'usage de ce matériel médical qui pose problème. Donc c'est pas la Chine qui... Bien sûr, mais la Chine va faire attention parce que le fentanyl serait considéré comme un médicament délicat. Donc il faut une prescription pour avoir le droit d'acheter du fentanyl. Donc on va resserrer un peu le contrôle. Est-ce que ça va, comment dirais-je, nuire l'intérêt de la Chine justement parce que est-ce que la Chine ne peut plus produire autant de fentanyl qu'avant? Bien sûr, si par exemple tout cela, pour limiter un peu la vente au marché américain, ça créerait une espèce de vide. Mais je ne sais pas, parce que les hôpitaux, etc., continuent à importer de Chine du fentanyl. S'il y a des canaux qui pourraient faire dévier le fentanyl vers le marché noir, j'en sais rien. Parce qu'il faudrait toujours surveiller de cela. Parce que la Chine exporte du fentanyl de façon normale avec toutes les institutions médicales américaines, etc. Et là, on ne peut pas les couper. Bon, alors revenons à notre 90 jours. Vous avez prédit que l'accord entre deux chefs d'État pour cette rencontre en marge de G20 au début de décembre, et ça s'est réalisé. Alors, quelle est votre prévision dans 90 jours? Tout à l'heure, vous avez parlé un peu, mais je voudrais bien savoir votre analyse, votre jugement. Vous pensez que c'est plus probablement on aboutit à un accord ou bien on continue une guerre? Probablement, on va continuer. Cela dépend de l'évolution de l'économie américaine. En fait, depuis 2 ans, lorsque Donald Trump est arrivé au pouvoir, il a pris des mesures pour stimuler l'économie, la croissance, de façon un peu artificielle. C'est-à-dire la réduction de taxes, d'impôts, puis l'amnistie des profits des grandes entreprises multinationales si elles font rentrer leurs profits aux États-Unis. Donc il y a eu une amnistie. Donc en fait, depuis des années, les grandes entreprises multinationales américaines ont accumulé des profits, le capital, et le mettre à part dans ce qu'on appelle des paradis fiscaux, etc. Parce qu'une fois rentrés aux États-Unis, le gouvernement leur impose un niveau de taxation assez élevé. Donc, et Donald Trump dit non, si vous faites rentrer tout ça, j'abandonne le taxe. Non, il le taxe d'une façon tellement légère que finalement c'est symbolique, c'est devenu oui, complètement inimportant. Et donc les entreprises américaines ont fait rentrer beaucoup de capitaux, etc. Du coup, ça a créé une apparence de prospérité sur le marché américain. Mais là, c'est terminé. Oui, c'est ça, parce que tout cela n'est qu'une apparence. Parce qu'avec la guerre commerciale, les multinationales n'osent plus investir dans l'économie réelle. Depuis 2 ans, le niveau d'investissement des entreprises multinationales au sol américain a baissé de 7,8%. Elles n'osent plus. Elles investissaient en fonction de ce qu'on appelle de la chaîne de production globale. Maintenant, comme la politique commerciale de Trump est de
viser sur cette chaîne de production globale et de casser cette chaîne de production globale. Du coup, les entreprises n'osent plus investir sur le sol américain. Donc ils ont investi sur la bourse. Ils ont investi sur donc la bourse monte. La bourse monte, la bourse monte. Mais tout le monde sait que si on regarde le ratio entre le prix des actions et le retour de l'investissement de ces entreprises, eh bien, l'écart est trop grand. Et on pense que c'est très fragile, c'est une bulle financière, etc. Et maintenant, avec la guerre commerciale, eh bien, les investisseurs sur la bourse ont peur. Ils commencent à vendre massivement leurs actions depuis 2 ou 3 mois. Tout dernièrement aussi, depuis 2 jours, il y a à nouveau une chute de la bourse de New York, surtout une chute des prix des sociétés qui ont des relations très étroites avec la Chine. Alors là, je n'en sais rien, parce que Donald Trump pourrait probablement comprendre l'importance de cela. Pourrait comprendre l'importance de cela, donc arrêterait cette guerre commerciale. Ou s'il pense que la bourse peut continuer à prospérer, il va continuer à faire la guerre. Bon, merci beaucoup pour vos analyses. Je crois que c'est très clair. Cette guerre commerciale, son but, son déroulement et son futur demain, et nous connaissons mieux après avoir vous entendu. Merci beaucoup, Deng Yifan. J'espère que dans 90 jours, je vous réinviterai pour faire le bilan. Faire le bilan. Bon, merci beaucoup. Merci aussi à nos chers téléspectateurs. Merci pour votre fidélité. Et à la prochaine.